Je vais te répondre. Alors, faut-il monitorer le débit cardiaque au cours du choc septique? Alors, je vais faire le contradicteur. La commission scientifique m'a confié cette mission. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt dans ce topic. Alors, faut-il monitorer le débit cardiaque au cours du choc septique? Bon, être opposé sur une controverse à Jean-Louis Teboul à la SRLF, ça ressemble un petit peu à ça. Quoique je trouve que Jean-Louis ne ressemble pas vraiment au lutteur qui a la culotte rouge. Mais enfin, il ne faut pas se déboulonner puisque ce n'est pas forcément ceux qui sont les plus menaçants et les plus armés qui gagnent parfois dans ces combats singuliers. Alors, pourquoi non? Pourquoi ne faut-il pas monitorer le débit cardiaque au cours du choc septique? C'est une mesure complexe et imprécise, c'est une mesure qui est variable, c'est un paramètre, on ne connaît pas le débit cardiaque. Je ne connais pas le débit cardiaque de Jean-Louis quand il est venu parler là, je ne connais pas son débit cardiaque maintenant qu'il s'est réassis, et je ne sais pas comment il sera quand j'aurai terminé mon topo. Alors je vais vous donner des arguments qui sont factuels, puis après des arguments qui sont un peu plus physiopathologiques, on va les discuter un par un. Alors car c'est une mesure complexe et imprécise, il y a pourtant plein de moyens de mesurer le débit cardiaque, je vous en donne quelques-uns là, et puis il y a eu un concile récent de spécialistes, d'experts de l'hémodynamique dont tu faisais partie, Jean-Louis, et vous avez pu décliner tous ces moyens d'apprécier le monitorage du débit cardiaque, et vous avez toujours trouvé que c'était soit compliqué, soit invasif, soit nécessitait un entraînement assez important, soit surtout ça manquait de précision. Il n'y a aucun de ces outils de monitorage qui est parfait, ils ont tous des défauts, et vous avez même émis un principe à l'issue de cette réunion, c'était qu'il n'y avait aucun monitorage hémodynamique par lui-même qui pouvait améliorer le pronostic. Bon, mais il existe peut-être des surrogate marqueurs, des façons d'apprécier le débit cardiaque autrement, puisque sa mesure directe est difficile. Alors les surrogate marqueurs, tu les as parlé. Vous savez tous que quand on administre une expansion volumique, l'objectif est d'augmenter le volume d'éjection systolique, d'augmenter le débit cardiaque. Et la prédiction de la réponse à l'expansion volumique, bon là je marche sur tes terres, ça peut s'apprécier par plein de choses, la variation respiratoire du diamètre de la veine cave inférieure, la variation respiratoire de la pression pulsée, la variation de pression pulsée à l'occlusion téléexpiratoire ou la variation de pression pulsée lors du test de levée de jambe. Ça c'est un test qui t'est cher et je comprends pourquoi. Alors, quelles sont la valeur opérationnelle de ces marqueurs? Si on s'intéresse à la variabilité de la pression pulsée, alors il faut d'abord qu'il y ait un cathéter artériel, il faut que le patient ne soit pas arythmique, il ne faut pas qu'il soit en ventilation spontanée, il faut que le volume courant ne soit pas trop petit, il ne faut pas que le patient fasse d'efforts respiratoires. Quand il y a une défaillance ventriculaire droite, ce marqueur devient impropre à prédire la réponse au remplissage. Il faut que la compliance respiratoire ne soit pas trop basse, autrement il n'y a pas de transmission des pressions. Alors, il y a eu un travail qui a été publié en décembre 2013, en décembre de cette année, une étude observationnelle où sur une journée, 26 unités de réanimation, 311 patients inclus, on s'est aperçu que la mesure de la pression pulsée n'aurait été valide chez ces patients que dans 2% de tous les patients. 2% seulement des patients vérifiaient tous ces critères. Alors c'est vrai que les surrogate marqueurs, enfin la variation de pression pulsée, c'est sans doute difficile à mesurer de façon correcte dans la vie de tous les jours. Alors il faut, c'est vrai, peut-être mesurer le débit cardiaque. Eh bien non, il ne faut pas le mesurer parce que c'est pas recommandé. Alors quand on s'intéresse à Surviving Sepsis Campaign, à les recommandations qui sont renouvelées récemment, là les recommandations publiées en 2013, qui sont les recommandations de 2012, quand on s'intéresse à ce qu'il faut faire à la phase initiale du choc septique, il faut s'intéresser à la pression veineuse centrale, à la pression artérielle pulmonaire moyenne, au débit urinaire et à la saturation veineuse en oxygène. Il n'y a pas un seul mot pour le débit cardiaque. Mais ça, c'est la prise en charge initiale. Alors peut-être que après les 3 heures, après les 3 premières heures, après les 3 golden hours, il faut faire quelque chose qui est en rapport avec le débit cardiaque ou son monitorage. Ben non, quand on regarde ce carré bleu là, il faut renforcer les mesures et les mesures qu'on a prises dans les 3 premières heures. Alors quand on lit bien le texte en détail, on voit qu'à un moment, on propose de mettre un inotrope. Alors c'est vraiment, on propose de mettre un inotrope. Mais on se dit qu'il faut ajouter cet inotrope quand les signes d'hypoperfusion persistent, alors même qu'on a optimisé le remplissage, l'administration d'un vasopresseur. Alors il y a quand même
un mot qui est dit sur le monitorage du débit cardiaque, mais on dit qu'on peut le faire, mais on peut très bien s'en passer. Et si on peut s'en passer, il suffit de mettre de l'adrénaline à la place de la noradrénaline et la discussion s'arrête là. Quand on va vraiment précisément dans ces recommandations, la thérapeutique inotrope, celle qui serait destinée à améliorer le débit cardiaque, alors je vous lis, l'administration de 2-butamine jusqu'à 20 microgrammes kilo doit être administrée en complément d'un vasopresseur en présence d'une dysfonction myocardique. Alors là, il va falloir s'assurer que le débit cardiaque est bas, il faut donc le mesurer une fois, mais sûrement pas le monitorer, ou bien de signes persistants d'hypoperfusion, alors qu'on a l'impression qu'on a bien rempli le malade et que la pression artérielle moyenne est satisfaisante. Il y a un point sur lequel je voudrais bien insister, c'est que tous les auteurs de cette conférence de consensus s'élèvent contre l'objectif d'atteindre un débit cardiaque optimal. Quel est le débit cardiaque optimal? Combien il faut atteindre? Ils ne le savent pas, ils disent que de toute façon, il ne faut pas le faire. Par contre, ils n'excluent pas de chercher un bas débit cardiaque, donc de faire au moins une mesure du débit cardiaque si le patient n'est pas stable, et d'essayer de le traiter. Alors ça, c'est des recommandations américaines. Vous savez qu'en France, on a l'esprit de contradiction, puis on s'intéresse à l'échographie. J'en veux pour preuve là, ce travail bicentrique là, coordonné par Antoine Villard-Baron et Philippe Vignon, où on a essayé de comparer l'approche de la Surviving Sepsis Campaign en dessous, où on mesure la pression veineuse centrale, la pression artérielle moyenne, la SCVO2, à des choses plus échographiques, les variations respiratoires de la veine cave supérieure, la fraction de raccourcissement en surface du ventricule gauche, vous voyez qu'on arrive à réanimer un patient sans mesurer le débit cardiaque. Puis d'ailleurs, Emmanuel Rivers, dans son algorithme là, que tout le monde cite, il ne mesurait pas le débit cardiaque, il faisait la PVC, la pression artérielle moyenne, la SCVO2, mais il n'y avait pas une place pour le débit cardiaque. Puis même récemment, là, pas plus tard qu'hier, là, Michael Pinsky, dans une session que tu coacherais, Jean-Louis, me disait que le débit cardiaque, ça suffisait pas au monitoring hémodynamique. Alors pourquoi non? Maintenant, plus de quelques arguments physiologiques ou physiopathologiques. Un débit cardiaque bas, tu as donné tout à l'heure le papier de Grissom, là où tu dis que les signes cutanés ne prédisent pas le débit cardiaque bas. Ok, mais je te dirais qu'on peut interpréter les choses de façon différente. Quels sont les indices d'une perfusion d'organes inadéquate? La pression artérielle, la pression de perfusion cérébrale ou abdominale, le ralentissement psychomoteur, la diurèse, les marbrures, les extrémités froides, on en reparlera. Le lactate, le pH artériel, la saturation musculaire en oxygène ou la saturation musculo-veineuse ou veineuse, la PCO2 tissulaire, la STO2, il n'y a pas de place pour le débit cardiaque. Et je vois que cette liste-là, c'est toi qui l'as édictée avec Xavier et Paul Maric. Enfin, pourquoi je ne monitore pas le débit cardiaque? Je ne monitore pas le débit cardiaque au cours du choc septique parce que l'augmentation du débit cardiaque, on n'a jamais montré que ça améliorait la survie. Alors Jean-Louis, je pense qu'on peut lui reprocher certaines choses, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir vraiment démembré le remplissage, les effets sur le volume d'éjection systolique, sur l'index cardiaque ou sur le débit cardiaque. Mais dans aucun des nombreux travaux qu'il a fait, il a montré que cette optimisation hémodynamique améliorait le pronostic des patients. Alors, deux papiers pour illustrer ce propos. Cette étude de Gattinoni, publiée maintenant il y a plus de 20 ans, ou presque 20 ans, où on avait randomisé les patients en trois groupes de prise en charge, ou bien on essayait juste d'avoir un index cardiaque entre 2,5 et 3,5, soit on a essayé d'optimiser la délivrance au tissu en oxygène, la DO2, soit en augmentant l'index cardiaque au-delà de 4,5 litres par minute, soit en ayant un objectif de SVO2 supérieur à 70%. Alors vous voyez sur la courbe de survie qui est à côté qu'il n'y avait absolument aucune différence en termes de pronostic quand on comparait ces trois stratégies. Donc augmenter le débit cardiaque, essayer de l'optimiser, ça n'a sans doute aucun intérêt. Donc pour voir pourquoi, en dehors d'une dysfonction ventriculaire gauche sévère qu'on va observer en une échographie, vouloir monitorer de façon continue le débit cardiaque. Alors l'augmenter, c'est pas bien. Puis vous avez sans doute lu il n'y a pas longtemps cet essai là, publié dans le JAMA, où on traite, comme disait Jean-Louis Vincent, la tachycardie, les patients qui sont en choc septique.
et qui ont une tachycardie, on va leur administrer de l'esmolol, de manière à maintenir la fréquence cardiaque entre 80 et 94. Bon, vous voyez qu'en termes de survie, le groupe esmolol en foncé a une survie qui est bien meilleure que le groupe contrôle. Et quand on s'intéresse à l'hémodynamique de ces patients, eh ben, le volume d'éjection systolique dans le groupe esmolol a augmenté, mais comme la fréquence cardiaque a diminué, ben, le débit cardiaque a diminué dans le groupe esmolol. Donc là, vous voyez, une fois ça augmente, une fois ça diminue. Donc la vérité n'est sans doute pas claire, et vouloir monitorer le débit cardiaque avec un objectif chiffré n'est sans doute pas pertinent. Alors, pourquoi non, enfin ? Ben, c'est parce que l'augmentation du débit cardiaque est sans doute indépendante de la perfusion microcirculatoire. Tu en as un petit peu parlé, mais je vais réinsister sur ce point parce que je pense que c'est très important. Je crois qu'il faut vraiment savoir qu'il y a deux systèmes circulatoires chez le patient choc septique qui se côtoient et qui s'opposent. Il y a la macrocirculation et la microcirculation. Bon, les deux sont interdépendants, mais les effets qu'on peut avoir sur l'un ne retentissent pas forcément sur l'autre. Les évolutions peuvent être différentes, et je crois que c'est vraiment important de se poser la question. Alors, je vous donnerai juste deux références. La première, ce travail hollandais publié il y a une dizaine d'années dans le Lancet, qui teste l'hypothèse que la nitroglycérine chez des patients en choc septique va améliorer la microcirculation. Donc ce sont des patients qui sont stabilisés au plan macrocirculatoire, qui ont une pression artérielle moyenne qui est normale. Alors dans le papier, ils ne donnaient pas le débit cardiaque. J'ai l'honnêteté ou la faiblesse de te le dire. Et chez ces patients, on administre de la nitroglycérine. Alors vous allez me dire, un patient qui est choqué sous vasoconstricteur, on lui donne de la nitroglycérine. Ça va entraîner une baisse de pression artérielle moyenne significative qui sera corrigée par l'expansion volémique. Mais quand on s'intéresse à la microcirculation dans le même temps et à ses variations, on voit que l'administration de nitroglycérine a bien amélioré la perfusion microcirculatoire. Deuxième argument, c'est un travail qui vient de ton équipe. Je crois que c'est un travail de Xavier qu'il a publié l'an passé. Vous voyez qu'on essaie toujours de dire qu'il faut optimiser le remplissage, et quand on optimise le remplissage ou quand on essaie de prédire la réponse à l'expansion volémique, on cherche une augmentation du débit cardiaque ou de l'index cardiaque. Vous voyez que dans ces deux groupes de patients, il y a une augmentation notable de l'index cardiaque qui va être observée. Et vous voyez que dans un cas, cette augmentation de débit cardiaque s'améliore d'une augmentation de la VO2, donc on a l'impression que là, on va apporter plus d'oxygène aux tissus, que les tissus vont en consommer plus, alors qu'il y a un groupe de patients chez qui, malgré une augmentation de la macrocirculation, malgré une augmentation de l'index cardiaque, la VO2 ne change pas, et là, en termes de microcirculation, vous n'améliorez sans doute rien. Alors, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dans ce domaine. Là, je vais vous citer un travail qui vient de l'équipe de Jean-Louis Vincent. 46 patients en choc septique, et on a 26 survivants, 7 patients qui vont décéder de défaillance multiviscérale, 13 patients qui vont décéder de choc septique. Je vais juste vous demander de vous polariser sur le cadre rouge que je vous ai mis en bas, là, qui compare les débits cardiaques à la fin de la prise en charge des patients survivants et des débits cardiaques qui décèdent de défaillance multiviscérale. Mais vous voyez que les patients qui décèdent de défaillance multiviscérale ont un débit cardiaque qui est comparable aux patients qui vont survivre, même un débit qui est supérieur. Donc les non-survivants vont décéder alors qu'ils ont un index cardiaque qui est comparable à celui des survivants. Et le deuxième volet de cette étude qui est vraiment le plus important, c'est que dans ce travail, en utilisant un moyen d'évaluation assez complexe et différé dans le temps de la microcirculation, le cytoscan, les auteurs ont été capables de montrer que les survivants allaient rétablir leurs anomalies microcirculatoires très très précocement, ce sont les carrés gris là sur le diagramme, alors que les anomalies microcirculatoires qui correspondent au pourcentage de vaisseaux perfusés vont rester très très bas dans le groupe des patients qui vont décéder. Donc les survivants corrigent rapidement leurs anomalies circulatoires, et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il ne faut absolument pas ne pas se limiter à la macrocirculation, mais vraiment intégrer la microcirculation dans la prise en charge des patients septiques. Alors à Saint-Antoine, on n'utilise pas l'OPS, on utilise le score de Marbrure, c'est le score qu'a développé AFID dans le service. Et vous voyez que dans ce collectif de patients là qu'on a réanimé pendant les 6 premières heures du choc septique suivant l'admission en réanimation, on a mesuré leurs paramètres macro et microcirculatoires au bout de la 6e heure, et on a essayé de voir quelle était la valeur prédictive de ces paramètres en fonction du pronostic. Et là, vous voyez par exemple que si on s'intéresse à l'index
index cardiaque. Un index cardiaque supérieur à 3 ne permet pas de différencier la survie chez les patients réanimés à la 6e heure. Par contre, si vous vous intéressez à des indices intégratifs comme la diurèse ou avec des indices qui s'intéressent plus spécifiquement à la microcirculation comme le lactate ou le score de marbrure, là vous voyez que c'est clairement indicatif d'une issue défavorable. Alors, je vous montrerai juste que le groupe de marbrure 4 et 5, vous avez un ordre ratio de décédés de 75. Alors ça, à la 6e heure, je connais assez peu d'indices qui vous disent que le malade va décéder avec une valeur opérationnelle aussi forte. Dans ce même travail, on a comparé la valeur prédictive du score de marbrure, des valeurs à 0, 1, 2, 3, 4, 5 contre le début urinaire. Il y a une corrélation qui est étroite entre ces deux paramètres. Par contre, quand on s'intéresse à la corrélation qui peut exister entre le score des marbrures et l'index cardiaque, il n'y en a aucune. Donc vous pouvez avoir des gens qui ont un débit cardiaque tout à fait normal avec une microcirculation qui est très très pathologique. Alors, on m'a demandé de dire que le débit cardiaque, il ne fallait sûrement pas le monitorer. Il faut par contre peut-être monitorer la microcirculation, parce que regardez ce qui se passe chez les patients chez qui le score de marbrure décroît, c'est ce qui est dans le carré rouge ici. Les patients qui ont un score de marbrure qui décroît, vous voyez, ils ont une mortalité qui est très faible. À l'opposé, les patients qui ont un score de marbrure qui ne décroît pas, qui ne diminue pas, ont une mortalité extrêmement importante. Donc le monitorage très simple de la microcirculation par l'estimation visuelle juste du score de marbrure est très très relevant en termes d'estimation du pronostic. Alors, AFID a continué son travail dans l'exploration de la microcirculation, et là c'est un travail sur le temps de recoloration cutanée, un collectif de 59 patients en choc septique, et vous voyez que là les choses sont à peu près comparables. Quand au bout de la 6e heure, on compare les paramètres qui évaluent la microcirculation en bas et ceux qui évaluent la macrocirculation en haut, vous voyez que les indices qui évaluent la microcirculation sont extrêmement discriminants, alors que pour l'index cardiaque, le petit p n'est pas significatif. Alors, monitorer la microcirculation, on l'a fait avec les marbrures, on peut le faire aussi avec le temps de recoloration cutanée au niveau du genou. Je tourne à l'envers, excusez-moi. Vous voyez que les patients qui ont un temps de recoloration cutanée qui diminue au niveau du genou auront une survie qui sera bien meilleure que les patients chez qui le temps de recoloration cutanée ne diminue pas. Alors macro et microcirculation se côtoient. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la microcirculation? On ne sait pas. Dans ce travail de Daniel Debacker, l'a publié il y a 7 ans, les auteurs sont intéressés à l'impact d'une perfusion de dobutamine. Alors vous voyez, quand vous administrez de la dobutamine, vous augmentez l'index cardiaque, vous augmentez la DO2, par contre la VO2 n'augmente pas. Il y a par contre des anomalies microcirculatoires qui sont observées. Et quand on s'intéresse à essayer de comparer les variations sur le schéma en haut à droite, les variations de débit cardiaque en fonction de l'augmentation du pourcentage de vaisseaux perfusés, vous voyez qu'il n'y a aucune corrélation. Par contre, la variation du pourcentage de capillaires perfusés est étroitement corrélée à la baisse du lactate chez ces patients. Donc, je dirais que faut-il monitorer le débit cardiaque au cours du choc septique? Ma réponse est non. Par contre, faut-il monitorer la microcirculation? Là, je crois que c'est la question. Je vous remercie.